Le groupe sanguin de mon fils était imprimé dans une police noire standard, sur un formulaire d'hôpital beige standard. Et cela a arrêté mon cœur, d'une manière que rien, en 14 ans de chirurgie, n'avait jamais faite. Ni les fractures ouvertes, ni les ruptures artérielles, ni les urgences vitales de 3 heures du matin, qui glaçaient tout votre corps. Un groupe sanguin, sur un formulaire d'admission. C'est ce qui m'a détruit. Parce que ce groupe sanguin, le B négatif assez rare pour que seulement environ 2% de la population le possède, était le mien. Et l'enfant sur ma table d'opération, un garçon de 9 ans nommé Lucas, qui avait été amené au centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles, en Californie, un mardi matin au printemps 2024, avec un caillot de sang comprimant son cortex moteur. Cet enfant ne pouvait pas avoir ce groupe sanguin par coïncidence. Pas avec ses oreilles. Pas avec cette mâchoire. Mais je vais trop vite. C'est le problème avec la douleur. Elle recable la façon dont vous racontez une histoire. Vous voulez commencer par la fin, parce que la fin est la seule chose qui donne enfin un sens à tout le reste. Alors, laissez-moi revenir en arrière. Retour en 2015. Retour sur un parking de Pasadena, en Californie, et à la nuit qui m'a tout coûté. Je m'appelle Georges Roland. En 2015, j'avais 34 ans, et j'étais un interne de 3e année, terminant mon clinica en neurochirurgie pédiatrique, à l'hôpital du Bon Samaritain, à Los Angeles. J'ai grandi à Riverside, en Californie, à 65 km à l'est de la ville, le genre d'endroit qui sent l'eucalyptus et la chaleur sèche en août, et qui ne figure jamais vraiment dans les guides de voyage. Mon père, Harold Roland, a conduit un camion de livraison pendant 40 ans. Ma mère, Ruth Roland, travaillait comme bibliothécaire scolaire, et elle préparait le meilleur chili du comté de San Bernardino, ce que je dis sans aucun parti pris. Je n'étais pas riche. Je n'étais pas bien introduit. J'avais des bourses, des gardes de nuit dans un dîner ouvert 24h24 à Riverside, et un besoin pathologique de prouver qu'un gamin issu d'un quartier populaire pouvait faire quelque chose qui comptait. La médecine était la réponse à une question que je me posais depuis l'âge de 12 ans, lorsque j'avais vu un docteur sauver ma petite sœur d'une rupture d'appendice, à une vingtaine de minutes près. J'ai décidé, cette nuit-là, que je voulais être cette personne, celle qui garde les mains fermes, quand tout le reste s'effondre. En 2015, j'en étais proche. Pas arrivé, mais proche. Il me restait 16 mois d'internat. Mon médecin titulaire, le docteur Paul de Groot, m'avait dit que j'étais l'un des internes les plus doués techniquement qu'il ait supervisé, en 2 décennies. Je n'allais pas vous le dire moi-même, mais cette histoire exige que vous compreniez ce que j'avais bâti, car ce qui s'est passé ensuite a presque détruit chaque brique de cet édifice. Elle s'appelait Jennifer Voss. J'ai rencontré Jennifer lors d'une conférence médicale à Santa Monica, en mars 2015. Elle n'était pas médecin. Elle était là parce que l'entreprise pharmaceutique de sa famille, le Voss Biomedical Group, en était le sponsor. Elle se tenait près de la table d'inscription, avec un verre d'eau pétillante dont elle ne voulait manifestement pas, vêtue d'une robe bleue qui donnait l'impression que l'océan Pacifique, à l'extérieur, essayait de rivaliser, et elle se disputait discrètement au téléphone, avec quelqu'un qui était visiblement en train de perdre. Lorsqu'elle a raccroché, elle m'a regardé directement, comme si elle avait su que je me tenais là, pendant tout ce temps. « Désolé », a-t-elle dit. La famille. Est-ce une explication, ou un diagnostic? Elle a ri, et pas poliment. Un vrai rire. Les deux, probablement. Jennifer Voss avait 31 ans. Elle avait les cheveux bruns, coupés court autour du visage, des yeux verts qui étaient toujours en action, même quand sa bouche ne l'était pas, et le genre de rire qui rend une pièce plus chaleureuse qu'elle ne l'est en réalité. Elle était drôle, perspicace, et implacablement curieuse de tout. Elle voulait savoir comment fonctionnait le cerveau, mais pas d'un point de vue scolaire. Elle voulait savoir ce que l'on ressentait en tenant la vie de quelqu'un entre ses mains, et si les chirurgiens y pensaient vraiment, ou si l'on vous retirait cette réflexion de la tête, quelque part au cours de la 3e année. On ne nous le retire jamais, lui ai-je dit, 3 heures après le début de ce qui devait être une conversation de 5 minutes. On devient juste meilleur pour gérer cela en parallèle de tout le reste, comme conduire dans une circulation dense. Vous êtes toujours conscient que les voitures peuvent vous tuer. Mais vous ne restez plus paralysé. Elle m'a regardé un instant. C'est soit très rassurant, soit profondément troublant.
Oui, ai-je répondu. Elle a souri. J'aime cette réponse. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture du bar de la conférence. Je l'ai raccompagnée à sa voiture, dans le parking à étage de la 3e rue. Elle a écrit son numéro au dos d'un tour de cou de la conférence, car aucun de nous n'avait de stylo, et c'était le seul papier disponible. Je l'ai toujours quelque part, rangé au fond d'un tiroir que je n'ouvre pas très souvent. Nous avons commencé à sortir ensemble lentement, comme on le fait quand on est tous les deux prudents, quand on a déjà été blessé auparavant, et qu'on a appris que « rapide » et « négligent » sont presque des synonymes. Dès juin 2015, nous n'étions plus lents. En septembre, j'avais rencontré ses amis, elle avait rencontré mes parents, et nous avions fait cette chose terrifiante où l'on commence à utiliser le mot « nous » sans y penser. Sa famille, c'était une autre histoire. Le père de Jennifer, Walter Voss, était mort 4 ans plus tôt. Arrêt cardiaque, soudain, dévastateur. Il avait fait de Voss Biomédical, un distributeur régional, une entreprise pharmaceutique de taille moyenne, avec une envergure nationale. Après sa mort, l'entreprise est passée au trust familial, géré par le frère aîné de Jennifer, Gareth Voss. Et toute l'orbite de la famille Voss, son calendrier social, ses décisions commerciales, son opinion sur chaque personne qui entrait ou sortait de la vie de Jennifer, était contrôlée entièrement par une seule femme, Margaret Voss. La mère de Jennifer. La première fois que j'ai rencontré Margaret, nous étions dans la maison familiale à San Marino, une bâtisse de style néocolonial espagnol, qui trônait au bout d'une longue allée bordée de haies sculptées, et d'une indifférence calme et coûteuse. Margaret Voss avait 62 ans, et elle se déplaçait dans cette maison comme un juge se déplace dans un tribunal, comme si chaque espace lui appartenait par décret, plutôt que par les circonstances. Elle avait les yeux verts de Jennifer, mais sur Margaret, ils étaient plus froids, évaluateurs. Elle m'a serré la main à la porte. « George, Jennifer m'a parlé de vous. En bien, je l'espère. Elle a dit que vous étiez dévoué. Elle a soutenu mon regard exactement un temps de plus que ce qui était confortable. Nous verrons ce que cela signifie. » C'était là tout l'accueil. Elle s'est retournée, a marché vers la salle à manger, et s'attendait à ce que nous la suivions, ce que nous avons fait, parce que dans la maison de Margaret Voss, c'était tout simplement ce que l'on faisait. Le dîner fut agréable, en apparence. Margaret a posé des questions prudentes, d'où je venais, quels étaient mes projets après l'internat, si j'avais l'intention de rester en cabinet privé, ou de poursuivre en médecine universitaire. Elle a écouté chaque réponse de la même manière qu'un procureur écoute un témoin, en l'emmagasinant, en la catégorisant, pour décider quelle partie utiliser plus tard. Le frère de Jennifer, Gareth, était plus silencieux que je ne m'y attendais, regardant toujours sa mère avant d'émettre la moindre opinion personnelle. J'ai remarqué ça, aussi. Je l'ai gardé en mémoire. Je me suis dit que je devenais paranoïaque. Mais je n'étais pas paranoïaque. En décembre 2015, Jennifer et moi étions ensemble depuis 9 mois. J'ai fait ma demande en mariage un dimanche soir, au jardin d'Escanso à la Canada Flintridge, un jardin botanique situé à environ 20 km au nord-est du centre-ville de Los Angeles, qui devient extraordinaire en hiver. Plein de camélias à floraison hivernale, et des roseraies qui prennent une teinte cuivrée dans la lumière de fin d'après-midi. Je me suis mis à genoux près du lac, et j'ai sorti une bague que je payais discrètement depuis 4 mois. Pas un héritage familial, rien qui ne soit attaché à l'histoire des Voss. Une bague que j'avais choisie chez un bijoutier de Colorado Boulevard, à Pasadena, parce que la monture me rappelait quelque chose que Jennifer avait décrit une fois, une lumière particulière qu'elle disait avoir vue au coucher du soleil sur le Pacifique, quand elle était petite fille. Elle a dit oui, avant même que j'aie terminé ma phrase. Nous sommes rentrés à son appartement de Silver Lake, avec la radio trop forte, et nous sourions tous les deux comme des idiots. Et pendant environ 3 semaines, tout ressemblait à ce genre de chance que l'on a presque peur de regarder en face, de peur de la faire fuir. Puis, Margaret Voss m'a appelé. Pas Jennifer. Moi, directement sur mon téléphone portable. J'étais dans le parking de l'hôpital à Koreatown quand elle a appelé. C'était un mercredi soir, en janvier 2016, un peu après 19 h, et je venais de terminer une garde de 14 h. George. Sa voix avait la température d'une chambre froide. Je pense que nous devrions déjeuner ensemble. Elle va rendre les choses simples, ai-je pensé. Elle va tracer une ligne,
et me demander de choisir de quel côté je veux me tenir. Nous nous sommes retrouvés 2 jours plus tard, dans un restaurant à Pasadena. Pas le genre d'endroit avec une queue jusqu'à la porte, et 45 minutes d'attente. Le genre calme. Le genre où le personnel connaît votre nom, et où les tables sont suffisamment éloignées pour que les conversations restent privées. Margaret était déjà assise à mon arrivée. Elle avait commandé de l'eau, et un menu qu'elle ne lisait pas. Je me suis assis. J'ai attendu. Elle a posé une enveloppe Kraft sur la table. À l'intérieur, il y avait un lot de photographies. Imprimées sur du beau papier, récemment développé. 8 d'entre elles. Elle me montrait en train de dîner avec différentes femmes, dans différents restaurants, sur une période remontant à environ 2 ans. Principalement des collègues. Une ancienne petite amie de Riverside, que j'avais fréquentée brièvement en 2014. Quelques-unes où j'ai honnêtement dû réfléchir pour me rappeler le contexte. Prise de loin. Sous des angles peu flatteurs. Hors contexte, de cette manière si particulière, dont seules les photos prises spécifiquement pour être hors contexte peuvent l'être. Mon gendre, a dit Margaret d'un ton égal, ne sera pas quelqu'un dont je devrais me soucier. J'ai regardé les photos, puis je les regardais, elle. Ce sont des dîners. Ce sont des collègues, et de vieilles connaissances. Il n'y a rien dans aucune de ces photographies. C'est ce que vous sous-entendez. Je ne sous-entends rien. Elle a croisé les mains. J'observe. J'observe également que vous avez d'importantes dettes étudiantes, que votre famille ne possède aucun bien matériel, et que ma fille s'apprête à hériter d'une part très considérable, au sein d'une société pharmaceutique privée. Je veux que vous compreniez que je suis attentive. Que voulez-vous que je fasse de cette information? Elle a plongé son regard dans le mien. Je voudrais que vous vous posiez une question honnête, George. Si ce que vous ressentez pour Jennifer est de l'amour, ou s'il s'agit du soulagement si particulier qu'un certain type d'homme ressent, lorsque la bonne fortune de quelqu'un d'autre se trouve à portée de main. J'ai ramassé l'enveloppe. J'ai remis les photos à l'intérieur. J'ai posé l'enveloppe sur la table, entre nous deux. J'aime votre fille, pas votre portefeuille. Je me suis levé. Merci pour le déjeuner. Je suis sorti. Je suis retourné à l'hôpital. Je n'ai pas parlé de la réunion à Jennifer pendant 3 jours, parce que je devais décider comment lui annoncer, d'une manière qui ne fasse pas tout exploser. Quand je lui ai dit, elle est devenue silencieuse. Pas du genre de silence calme. Puis elle a dit, elle a fait quoi? Elle s'est procuré d'anciennes photos de moi, les a présentées comme des preuves de... Je ne sais pas, d'un schéma récurrent, George. Elle a pressé ses doigts sur son front. Je vais lui parler. Jennifer, non. Non, ce n'est pas, elle n'a pas le droit de faire ça. Pas à toi. Elle a bien parlé à Margaret. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit. Ce que je sais, c'est qu'après cela, Margaret a cessé de m'appeler directement. Et pendant environ 3 mois, elle a gardé ses distances, avec cette dignité particulière de quelqu'un qui a décidé d'attendre, plutôt que de battre en retraite. J'aurais dû savoir que la patience, chez Margaret Voss, n'était pas une reddition. Jennifer est tombée enceinte en avril 2016. Nous l'avons découvert un samedi matin. Un test de grossesse à domicile. Nous étions tous les deux debout, dans la salle de bain de son appartement de Silver Lake, dans ce genre de silence stupéfait, les yeux écarquillés, composé à 95% de choc, et à 5% de l'effrayante prise de conscience que tout s'apprêtait à se réorganiser, autour d'un nouveau centre de gravité. Puis Jennifer a ri, vraiment ri, d'un rire sincère. Et j'ai senti le choc se dissoudre, pour laisser place à quelque chose que je ne peux décrire que comme une joie profonde, bouleversante. Nous n'avons pas paniqué. Nous avions 34 et 32 ans. Il me restait 14 mois d'internat. Nous étions fiancés depuis 4 mois. Nous nous sommes assis sur le sol de la cuisine, avec le café qui refroidissait sur le comptoir, et nous avons parlé de tout. De ce que nous voulions, de ce qui nous faisait peur, de ce à quoi ressemblerait l'année suivante. Nous étions des adultes. Nous avions un plan. L'appel à Margaret, c'était à Jennifer de le passer. Je n'étais pas dans la pièce, mais j'ai entendu la fin de la conversation. Le ton, la façon dont la voix de Jennifer est passée de prudente, à résignée, puis à plate. Quand elle est revenue,
Elle s'est assise en face de moi et a dit, elle veut que nous venions dîner dimanche. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Avec ma mère? L'expression de Jennifer était indéchiffrable. Statistiquement, c'est trop tôt. Le dîner du dimanche, à la maison de San Marino, fut différent du premier. Gareth était là avec sa femme, Paula. Margaret avait fait des efforts dignes d'une réservation au restaurant. La table était dressée dans les règles de l'art. La nourriture provenait d'un traiteur. Le vin était remarquable. Elle était chaleureuse, attentionnée. Elle m'a appelé George, et le pensait gentiment. J'ai mangé, j'ai souri au bon moment, mais j'ai ressenti un malaise spécifique que je ne pouvais ni localiser, ni nommer. Une Margaret souriante appartenait à une espèce différente d'une Margaret neutre, et je ne savais pas encore laquelle était la plus dangereuse. Mai 2016. 14 semaines de grossesse pour Jennifer. Je suis au beau milieu d'une garde de nuit, quand mon beeper sonne. Pas la ligne de l'hôpital, mon téléphone personnel. C'est Jennifer. Je trouve un coin tranquille, entre deux réserves, et je la rappelle. George. Sa voix est tremblante, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle est au courant pour tout. Pour le montant de ma part du trust, tout. Elle a eu un rendez-vous avec l'avocat de la famille cette semaine, sans m'en parler. Et elle est. George. Elle essaie de me faire reclasser comme bénéficiaire secondaire, pendant qu'elle restructure le conseil d'administration. Elle dit que c'est pour des raisons de planification successorale. Peut-elle faire ça? Gareth votera avec elle. Il vote toujours avec elle. Jennifer, j'ai gardé une voix stable, c'est une question juridique. Nous parlerons à un avocat lundi. Ce soir, j'ai besoin que tu respires. D'accord? Il ne se passera rien ce soir. Une pause. Puis, elle m'a dit autre chose. Quoi? Longue pause. Elle a dit que si je mène cette grossesse à terme avec toi, elle ne peut pas garantir ce qui arrivera aux relations de l'entreprise avec le comité d'examen du Conseil de l'Ordre, qui gère les accréditations hospitalières en Californie. Un temps d'arrêt. George, elle a des gens à elle dans ce comité. Le sang a quitté mon visage. Je me tenais dans ce couloir, entre deux placards de rangement, et j'ai compris avec une clarté absolue ce que Margaret Voss était en train de me dire, que ma carrière, ma licence, mon avenir, étaient des variables qu'elle était prête à ajuster. Je suis rentré chez moi cette nuit-là. Je n'ai pas dit à Jennifer ce que je ressentais, car ce que je ressentais, c'était de la peur, et je savais que si elle la voyait, elle céderait pour me protéger. Jennifer était ce genre de personne. Elle se sacrifierait pour protéger les gens qu'elle aimait, et penserait que c'était un échange raisonnable. J'ai appelé mon père à la place. Harold Roland, à la retraite, 61 ans, en train de regarder les informations de 23 heures à Riverside, quand son fils l'a appelé pour lui dire que la femme qui détenait les clés de tout son avenir professionnel, venait discrètement de les pointeurs vers son visage. Fils, a dit mon père après que j'ai terminé. As-tu demandé à Jennifer ce qu'elle voulait? Elle veut que nous soyons ensemble, papa. Mais je ne crois pas qu'elle comprenne jusqu'où sa mère ira. Alors tu dois t'assurer qu'elle comprenne, et ensuite, tu devras faire confiance à sa décision. 3 semaines plus tard, début juin 2016, Jennifer et moi avons rencontré Margaret une dernière fois. J'ai demandé cette réunion. J'ai appelé Margaret directement, et je lui ai dit que je voulais lui parler. Nous trois ensemble, dans la même pièce. Nous nous sommes rencontrés dans la maison de San Marino, un samedi après-midi. Margaret portait un blazer en lin crème, et avait clairement décidé que la réunion était déjà terminée, avant même que je ne m'assoie. Je n'ai pas crié. Je veux que ce soit officiel. Je me suis assis en face de Margaret Voss, et avec la voix la plus calme que j'ai pu construire, je lui ai dit que je comprenais ce qu'elle avait fait, et ce dont elle avait menacé. Que je respectais l'amour qui se cachait derrière, même si je ne pouvais pas respecter la méthode, et que sa fille et moi allions élever notre enfant ensemble, peu importe ce qu'elle décidait de faire avec ses contacts au comité ou le trust familial. Margaret a écouté. Elle a croisé les mains sur ses genoux. Quand j'ai eu fini, elle a regardé Jennifer. Pas moi. Jennifer. J'espère, a-t-elle dit doucement, que tu sais ce que tu choisis. Jennifer s'est penchée et a pris ma main.
Oui. Margaret a hoché la tête une fois. Elle s'est levée. Elle a quitté la pièce. Nous sommes restés assis dans ce salon magnifiquement meublé de San Marino pendant environ 45 secondes, avant que Jennifer n'expire et ne dise « Eh bien, ça, c'est fait ». Nous sommes rentrés en voiture. Nous avons commandé une pizza. Nous avons regardé un programme oubliable à la télévision, et nous nous sommes endormis sur le canapé. Et j'ai pensé, peut-être que c'était ça. Peut-être qu'elle nous a entendus. Peut-être que c'est fini. Je ne le savais pas encore, mais c'était la dernière soirée paisible de mon ancienne vie. 2 semaines plus tard, fin juin 2016. Le travail a commencé pour Jennifer avec 6 semaines d'avance. J'étais en chirurgie, 22 étages au-dessus du service de maternité, en train d'opérer un garçon de 7 ans de Glandal pour un cavernome du tronc cérébral, quand l'une des infirmières est entrée dans le bloc, et a prononcé mon nom. Je ne peux pas partir en pleine intervention. Tout chirurgien le sait. L'enfant sur ma table n'avait pas la possibilité de devenir l'urgence de quelqu'un d'autre. Pendant que je courais à l'intérieur de moi-même. J'ai terminé. J'ai passé le relais. Je me suis désinfecté. 41 minutes. C'est le temps que cela a pris. J'ai pris l'ascenseur pour descendre au service de maternité, et j'ai marché vers le poste de soins à une allure qui n'est techniquement pas de la course dans un hôpital, mais qui, fonctionnellement et physiquement, s'en rapprochait beaucoup. Une infirmière que je ne reconnaissais pas a levé les yeux. Puis, elle a détourné le regard. C'est là que j'ai su. Un médecin que je n'avais jamais vu auparavant jeune, mal à l'aise, de la façon dont les internes sont mal à l'aise lorsqu'ils sont sur le point d'annoncer une nouvelle qu'ils n'ont pas encore annoncée très souvent, s'est avancé vers moi, les mains jointes devant lui. Monsieur Roland. Docteur Roland. Je ne savais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est sorti automatiquement. Docteur Roland, il s'est raclé la gorge. Je suis profondément désolé de vous dire cela. Mademoiselle Voss a souffert d'un grave décollement placentaire. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Elle n'a pas survécu. Le couloir est devenu calme, d'une manière spécifique. Pas silencieux. Les bruits de fond de l'hôpital continuaient, les sonnettes d'appel, les moniteurs lointains, un chariot qui roulait quelque part. Mais les mots ont atterri à l'intérieur d'une bulle d'immobilité totale. Le bébé, ai-je dit. Le nourrisson a été mis au monde par césarienne d'urgence. Il a fait une pause. Il était très prématuré, docteur Roland. 34 semaines, et le décollement a compromis son apport en oxygène. Il a survécu à l'accouchement, mais son état s'est détérioré rapidement. Nous n'avons pas pu le stabiliser. Je suis tellement désolé. Il est décédé environ 2 heures après la naissance. Je suis resté planté là. Je veux les voir, ai-je dit. Bien sûr. Il y a des démarches que nous devons. Je veux voir ma fiancée et mon fils. La pause qui a suivi a duré à peine 1 seconde, mais c'était 1 seconde de trop. Il a marmonné quelque chose sur le fait que la famille avait déjà. À propos des protocoles. Sur le fait que Margaret Voss avait été présente, et qu'elle avait signé les documents pertinents. Margaret Voss n'est pas le plus proche parent, ai-je dit. Ma voix était complètement neutre. Je suis le contact d'urgence désigné. Je suis le père de l'enfant. Je veux les voir. Encore du malaise. Un superviseur a été appelé. Et puis, au bout de 2 heures d'une conversation que je peux à peine reconstituer, car mon cerveau fonctionnait sur une fréquence lointaine et mécanique, c'est apparemment ce à quoi ressemble le choc. Vu de l'intérieur, on m'a dit que le corps de Jennifer avait déjà été transféré, selon les instructions de la famille, vers une entreprise de pompes funèbres à Arcadia. Que la dépouille de notre fils avait été traitée de la même manière. Et qu'il n'y avait rien à faire sur le plan des procédures, à cette heure-là. J'ai conduit jusqu'à mon appartement à Los Feliz. Je me suis assis par terre, dans la cuisine, pendant un long moment. Je ne sais pas exactement combien de temps. Bienvenue à nouveau dans 12 Vengeances familiales. Prenez vos snacks, installez-vous confortablement, et rappelez-vous, les personnes de ces histoires avaient toutes les chances de bien se comporter. Elles ont juste mal choisi. Laissez un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer être ici. Les funérailles ont eu lieu dans un cimetière à Arcadia,
en Californie, au Live Oak Memorial Park, près de l'Astuna Drive, un jeudi matin, début juillet 2016. Il y avait une seule pierre tombale, en marbre blanc, avec deux noms, Jennifer Marie Voss. Fille bien-aimée. 3 avril 1984 – 27 juin 2016. Et bébé garçon Roland Voss, 27 juin 2016. Margaret Voss se tenait près de la tombe, vêtue d'une robe noire et de lunettes de soleil, et recevait les condoléances d'une file de personnes que je ne connaissais pas. À mon arrivée, elle m'a regardé une seule fois, et ce regard disait tout ce qui avait besoin d'être dit. Cela m'appartient. Ce chagrin m'appartient, à moi et à ma famille. Vous êtes périphérique. Je n'ai pas fait de scandale. Je me suis tenu devant la tombe, et j'ai parlé à Jennifer dans ma tête. J'ai dit à son fils que j'étais désolé de ne pas être arrivé à temps. J'ai dit à son fils que j'étais désolé de n'avoir jamais pu le tenir dans mes bras. Je leur ai dit à tous les deux que je trouverais quoi faire ensuite, ce qui était un mensonge, car je n'avais aucune idée de ce que je devais faire ensuite. Je suis rentré chez moi après la cérémonie. Je n'ai pas mangé pendant environ un jour et demi. Margaret a envoyé un unique SMS ce soir-là, je pense qu'il est préférable pour tout le monde que vous nous laissiez faire notre deuil en privé. Jennifer aurait voulu la paix. J'ai fixé ce message pendant un très long moment. Jennifer aurait voulu la paix. De la part de la femme qui avait passé 6 mois à rendre cette paix impossible. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir, et j'ai décidé, à cet instant précis, que j'allais faire la seule chose que Margaret Voss ne pourrait pas empêcher. J'allais devenir le meilleur neurochirurgien pédiatrique de Californie. J'allais devenir tellement bon, dans la seule chose qu'elle ne pouvait pas toucher, que peu importe ce qu'elle prendrait d'autre et elle avait déjà pris tout le reste, ce ne serait pas suffisant. Je ne le savais pas encore, mais Margaret Voss avait commis une erreur catastrophique. Elle avait supposé que, puisqu'elle m'avait tout pris, je n'avais plus rien pour me battre. Elle avait oublié quel était mon métier. Je répare les gens. Le deuil, d'après mon expérience, ne disparaît pas. Les gens vous diront le contraire. Ils sont bien intentionnés. Soit ils ont eu la chance de ne pas avoir à tester cette théorie, soit ils ont confondu « disparaître » avec « devenir quelque chose que l'on peut porter » sans le laisser tomber. Je ne me suis pas éloigné de mon chagrin. J'y ai plongé plus profondément, et j'ai construit quelque chose de l'autre côté. À l'automne 2016, 3 mois après ce cimetière à Arcadia, j'étais de retour à l'hôpital. Pas parce que l'hôpital réparait quoi que ce soit. Mais parce que l'hôpital était le seul endroit où la forme particulière de ma perte pouvait trouver un but utile. Lorsque vous vous tenez au-dessus d'un enfant, dans un champ opératoire, avec 2 mm de marge entre un résultat réussi et une catastrophe, vous ne pouvez pas être ailleurs. Le cerveau ne le permet pas. Et pendant un temps, durant ces premiers mois, cette présence forcée a été la seule paix que j'ai pu trouver. Le docteur Paul de Groot m'a laissé de l'espace. Il ne m'a pas obligé à en parler. Il m'a redirigé des interventions supplémentaires, les plus exigeantes sur le plan technique, les cas qui nécessitaient une concentration absolue. Et je pense qu'il avait compris, que ce dont j'avais besoin, c'était d'une montagne suffisamment difficile à gravir. J'ai terminé mon clinica en octobre 2016. J'ai passé mes examens du Conseil de l'Ordre. J'ai rejoint l'équipe des titulaires au centre médical Cedars-Sinai, à Los Angeles, en janvier 2017. Au cours des 7 années suivantes, j'ai bâti la carrière que je m'étais promise sur le sol de cette cuisine à Los Feliz. En 2024, j'étais le chef du service de neurochirurgie pédiatrique du Cedars-Sinai, l'un des programmes de neurochirurgie les mieux classés de la côte ouest. J'avais publié 41 articles évalués par des pairs. J'avais une liste d'attente. J'avais une réputation qui, au moment où elle parvenait aux parents d'enfants gravement malades sur 3 fuseaux horaires différents, était devenue quelque chose proche du dernier recours, et quelque chose de l'ordre du miracle. Ce qui, en médecine, est presque la même chose. Ma vie personnelle était une autre histoire. J'avais un bel appartement sur Fountain Avenue à West Hollywood, un Golden Retriever de 6 ans nommé Murphy, qui possédait l'intelligence émotionnelle d'un thérapeute surdoué, et le contrôle de la vessie d'un amateur. J'avais des collègues que je respectais, et quelques-uns que j'aimais assez pour les appeler mes amis. J'avais le docteur René Carter, une cardiologue brillante, drôle, perpétuellement exaspérée à parts égales par son ex-mari et par la circulation de Los Angeles, qui essayait de me caser avec quelqu'un, n'importe qui,
depuis environ 3 ans sans discontinuer. Il y a une femme dans mon cours de yoga, m'a-t-elle dit un vendredi, à la cafétéria de l'hôpital. Une vraie femme humaine, Georges, avec une personnalité et tout. Je ne fais pas de yoga. Elle ne fait pas de yoga non plus. Elle y va juste pour l'anxiété sociale de se retrouver dans une pièce, où tout le monde fait semblant d'être calme. Ça ira, René. Ça ne va manifestement pas. Tu as l'ouverture émotionnelle d'un dossier classé sans suite. Ce n'est pas une expression. J'en ai fait une expression, Georges. Elle a posé son café. Tu es seul depuis 8 ans. Ce n'est plus du deuil. C'est un choix de vie. Elle n'avait pas tort. Je savais qu'elle n'avait pas tort. C'est juste que je ne savais pas comment désirer à nouveau quelque chose dans cette direction-là, sans avoir l'impression de remplacer quelque chose qui n'était jamais parti. En mars 2023, 7 ans après la mort de Jennifer, j'ai commencé à recevoir des emails. Le premier est arrivé sur ma messagerie personnelle. Pas d'objet, pas de texte, juste une photographie intégrée dans le corps du message. Un petit garçon, d'environ 6 ans, sur une plage quelque part. À Santa Monica, probablement. Les lumières de la jetée étaient visibles en arrière-plan. Il souriait à l'appareil photo avec toute l'assurance corporelle d'un enfant, qui n'a jamais envisagé la possibilité que le monde ne le trouve pas charmant. J'ai fixé la photo pendant un long moment. Ma première pensée, un spam. Une erreur d'adresse email. L'enfant d'un inconnu. Je l'ai marqué comme courrier indésirable. 2 semaines plus tard, un autre email. Même compte. Pas de nom, juste une suite de lettres et de chiffres chez un fournisseur de mails gratuits. Une autre photographie. Le même garçon, 1 an ou un peu plus âgé. Une fête d'anniversaire, quelque part. Des ballons, un gâteau, toujours souriant. Je n'ai pas marqué celui-ci comme indésirable. Au cours des 9 mois suivants, 12 photographies sont arrivées. À intervalles irréguliers, parfois espacés de 2 semaines, parfois de 2 mois. Toujours le même enfant, vieillissant légèrement à chaque image. Pas de message, pas de nom, pas de contexte, juste le garçon. Je me disais que c'était une coïncidence. Je me disais que quelqu'un s'était trompé d'adresse email, et ne s'en était pas encore rendu compte. Je me suis dit beaucoup de choses, sans en croire aucune. J'ai signalé les emails au coordinateur de la cybersécurité de l'hôpital, un homme méthodique nommé Dave Pruitt, qui prenait les fuites de données avec l'intensité de quelqu'un qui est personnellement offensé par un accès non autorisé. Dave a tracé le compte email à travers 2 serveurs proxy, et est revenu sans rien d'exploitable. Quiconque envoie ça, a-t-il dit, n'a pas envie d'être trouvé. Mais il continue d'envoyer. Ouais. Il a regardé les photos sur mon écran. Ils veulent absolument être vus. Les photos se sont arrêtées en décembre 2023. Elles ont juste cessé. Pas de message final, pas d'explication. J'ai passé 3 semaines à vérifier ma boîte de réception avec une urgence que je ne pouvais justifier, sans rien trouver. Je me suis dit que c'était terminé. Je l'ai rangé dans une case de ma tête. Je suis retourné au travail. En février 2024, ma collègue, le docteur Sandra Kim, une oncologue pédiatrique la quarantaine, la personne la plus compétente que j'ai jamais rencontrée pour annoncer des nouvelles terribles aux parents d'enfants malades, m'a arrêté dans le couloir, devant la salle d'imagerie. Et, tu as un patient qui arrive cet après-midi du Children's Hospital du comté d'Orange. Un garçon de 9 ans. La recommandation est arrivée ce matin. Le scanner cérébral montre un hématome sous-dural, avec une compression active sur le cortex moteur gauche. À quel point est-ce grave? Assez grave pour qu'il te réclame spécifiquement. La famille, ou quiconque l'accompagne, a demandé après toi en donnant ton nom. J'ai enregistré l'information, mais seulement comme une bizarrerie mineure. Mon nom circule dans les réseaux de recommandation. Ça arrive. Qui est le tuteur légal? Sandra a jeté un œil à sa tablette. Le dossier indique une certaine Margaret Voss. Je me suis arrêté de marcher. Sandra a levé les yeux. Tu la connais? Le couloir autour de moi est devenu très net, et très silencieux. Sandra, ai-je dit, et ma voix est sortie de manière égale, ce qui m'a honnêtement impressionné. Quel est le nom du patient? Elle a regardé l'écran. Lucas.
Lucas James Voss. 9 ans. Ma vision s'est légèrement rétrécie sur les bords. Pas de façon dramatique, pas comme dans les films avec des flous et des effets de tunnel. Juste une contraction précise de ma concentration, comme si mon cerveau redirigeait toutes ses ressources disponibles vers la tâche de traiter ce que je venais d'entendre. Lucas James Voss, 9 ans, né en 2015, amené spécifiquement vers moi avec Margaret Voss comme tutrice. Il aurait dû avoir 8 ans, ai-je pensé. 8 ans, né en juin 2016. Mais s'il avait survécu, s'il n'était pas prématuré du tout, si les registres de naissance avaient été manipulés, s'il était né en décembre 2015, alors il pourrait avoir 9 ans. Georges. Sandra me regardait. Désolé. Je me suis raclé la gorge. Obtiens-moi le dossier complet. Groupe sanguin, acte de naissance, tout ce qui figure sur le formulaire d'admission. Je l'ai déjà envoyé sur ta tablette. Bien. J'ai commencé à marcher. Quelle est sa fenêtre pour l'opération? 2 heures. Je ne le savais pas encore, mais les 2 heures suivantes allaient réécrire les 9 dernières années de ma vie. Je suis allé dans une réserve. Je sais que ça sonne clinique. Je suis allé dans une réserve au 3e étage, j'ai fermé la porte, allumé la lumière, et je suis resté là pendant 60 secondes, les mains pressées à plat contre l'étagère en métal devant moi. Lucas James Voss. 9 ans. Groupe sanguin B négatif. Je l'avais vérifié sur ma tablette, au moment où Sandra s'éloignait. B négatif. 2% de la population. Le groupe sanguin exact que j'avais confirmé dans mes propres dossiers une centaine de fois au fil des ans, sans jamais vraiment réussir à lâcher prise sur la raison pour laquelle je continuais à vérifier. Je pouvais me tromper. Je m'étais déjà trompé sur des choses auparavant. J'étais un scientifique. Je comprenais la différence entre corrélation et causalité. Entre un schéma qui a du sens, et un schéma que votre chagrin a fabriqué, parce qu'il a besoin d'aller quelque part. Mais je connaissais aussi ses oreilles, sur la photo de ma tablette, la photo d'admission aux urgences. Je pouvais voir le profil du garçon alors qu'il le positionnait pour l'imagerie. Et ses oreilles, leur forme, la façon dont l'hélix se courbait. C'étaient les oreilles de mon père. Les oreilles de Harold Roland. Les oreilles que j'avais grandi en voyant de l'autre côté d'une table de cuisine, à Riverside. Je me suis redressé. Je me suis lavé les mains. Je suis allé au bloc opératoire. Je suis chirurgien. Quoi qu'il se passe, quoi que cela signifie, il y avait un enfant qui avait besoin d'être opéré. Le reste pouvait bien attendre 60 minutes. La procédure fut précise, et sans complications. L'hématome sous-dural était accessible via un trou de trépan. J'ai choisi une technique minimalement invasive que j'affinais depuis 3 ans, et le caillot a été évacué proprement, sans dommage pour le tissu cortical environnant. J'ai surveillé ces potentiels évoqués moteurs tout au long de l'opération. Ils ont tenu bon. Lorsque j'ai refermé et que j'ai reculé de la table, mon interne, le docteur James Whitfield, a dit « c'était propre. Espérons que ça le reste. » J'ai retiré mes gants. Je ferai la consultation avec la famille. Je suis entré dans la salle d'attente chirurgicale, et Margaret Voss était déjà debout. Elle avait 71 ans. 8 années l'avaient traversée avec prudence. Ses cheveux étaient désormais entièrement blancs, et il y avait de nouvelles rides autour de sa bouche, mais elle se tenait avec la même assurance dont je me souvenais, dans cette salle à manger de San Marino. Elle portait un blazer gris, et tenait une tasse de café à laquelle elle n'avait pas touché. Elle m'a vu. Quelque chose a traversé son visage. Pas de la culpabilité, pas tout à fait de la peur, quelque chose de plus complexe que les deux. L'expression d'une personne qui s'attendait à un règlement de compte précis, et qui calculait maintenant si le moment était venu. « Docteur Roland » a-t-elle dit. « Madame Voss. » J'ai gardé une voix égale. Lucas a bien supporté l'opération. Le caillot a été évacué. Nous allons le surveiller de près dans les prochaines 24 heures, mais la voie motrice semble intacte. Il devrait s'en remettre complètement. Elle a expiré. Pendant une fraction de seconde, l'armure est tombée, et elle n'était plus qu'une grand-mère qui avait été terrifiée. Puis, l'armure s'est relevée. « Merci », a-t-elle dit doucement. « Puis-je vous demander qui sont les parents de Lucas ?» La pause a duré moins d'une seconde.
Mais je suis entraîné à lire les pauses. Sa mère est décédée, a-t-elle répondu. Son père n'est pas dans le tableau. Quel était le nom de sa mère? Autre pause. Ses yeux ont soutenu les miens. Pourquoi demandez-vous cela? Suivi standard. Antécédents médicaux. Elle a cherché dans mon visage. Quoi qu'elle cherchât, elle ne l'a pas trouvé, ou bien elle en a trop trouvé. Jennifer, a-t-elle fini par dire. Elle s'appelait Jennifer. La salle d'attente continuait de vivre autour de nous. Une télévision dans le coin diffusait les informations locales, à bas volume. L'enfant de quelqu'un pleurait doucement, 2 rangées de sièges plus loin. Merci, Madame Voss, ai-je dit. Quelqu'un viendra vous chercher lorsque Lucas sera installé en salle de réveil. Je me suis retourné, j'ai repassé les doubles portes, et je n'ai pas respiré correctement avant de les avoir franchies. J'ai appelé Dave Pruitt depuis une salle de conférence, au 6e étage. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ai-je dit. En dehors de tes heures de travail. Défini en dehors de tes heures. J'ai besoin que tu extrais le certificat de décès original d'une certaine Jennifer Marie Voss. Date du décès, 27 juin 2016. Comté de Los Angeles. Ainsi qu'un registre de mortalité infantile pour la même date, sous le même nom de famille. Peux-tu accéder à ça? Ce sont des dossiers publics. Oui. Qu'est-ce que je cherche? Des anomalies? Quelque chose qui ne colle pas. L'hôpital d'enregistrement, le nom du médecin traitant, le fonctionnaire de l'état civil qui a certifié. Vérifie tout ça. Pour quand en as-tu besoin? Pour hier, Dave. Il m'a rappelé 2 heures plus tard. J'étais assis dans mon bureau, au 4e étage, sans rien faire d'utile. George. Sa voix avait une qualité spécifique que je n'avais pas entendue auparavant. Prudente, mesurée, comme quelqu'un qui approche de quelque chose de potentiellement instable. Le médecin traitant nommé sur le certificat de décès de Jennifer Voss, un certain Dr Philip Henning. Il n'est pas dans la base de données des licences du Conseil de l'Ordre de Californie. Aucune licence active, aucun dossier de mesure disciplinaire, parce qu'il n'y a aucune trace de la licence à l'origine. Je me suis penché en avant. Il n'existe pas. Pas en tant que médecin licencié en Californie, non. Il y a un Philip Henning qui était coordinateur administratif dans un hôpital du comté d'Orange, à cette période. Pas un médecin. Et le fonctionnaire qui a certifié. Pause. A pris sa retraite du département de la santé du comté la même année. Sa pension est financée par et voici la partie intéressante, une dotation philanthropique administrée par la Voss Family Foundation. Je suis resté parfaitement immobile. Dave, ai-je dit, et le dossier de mortalité infantile. Même médecin traitant. Même fonctionnaire de l'état civil. J'ai reposé le téléphone. J'ai fixé le mur. Elle ne me les avait pas seulement pris. Elle avait falsifié des documents. Elle avait corrompu un fonctionnaire du comté. Elle avait utilisé une personne sans licence pour certifier un décès. Et puis, elle avait enterré un cercueil vide, et m'avait envoyé un SMS disant que Jennifer voulait la paix. Je dois vous raconter ce qui s'est passé ensuite dans le bon ordre, parce que l'ordre compte. Je ne suis pas allé tempêter dans la salle d'attente de Margaret Voss. Je n'ai pas appelé la police cet après-midi-là. Je n'ai pas fait le moindre geste dramatique dans les heures qui ont suivi les informations de Dave Pruitt. Et je veux expliquer pourquoi, car je pense que certains d'entre vous s'attendent à ce que ce soit la marche à suivre. Et je comprends cette impulsion. Mais j'avais passé 9 ans à devenir excellent dans un domaine qui exige la suppression absolue des réactions, au profit du processus. En médecine, on ne coupe pas avant de savoir exactement ce que l'on coupe. On ne bouge pas avant de comprendre vers quoi on se dirige. Et j'avais besoin d'une information supplémentaire, avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise. J'avais besoin de savoir si Jennifer était en vie. Jennifer avait une meilleure amie d'université, une femme nommée Brenda Callaway, qui était présente à la fête de fiançailles en décembre 2015, qui avait tenu la main de Jennifer pendant le premier trimestre de la grossesse, et qui était venue aux funérailles au Live Oak Memorial Park pour pleurer, avec ce chagrin spécifique de quelqu'un qui a perdu une vraie personne, plutôt qu'un concept. J'avais perdu le contact avec Brenda dans les années qui avaient suivi l'enterrement, mais pas délibérément.
Nous avions échangé quelques SMS les premiers mois, puis le silence qui s'accumule autour du deuil avait englouti notre lien. Mais j'avais toujours son numéro dans mon téléphone, exactement là où je l'avais laissé. Je l'ai appelé depuis ma voiture, dans le parking de l'hôpital, moteur éteint. À 19h14, un mardi soir de février 2024, elle a répondu à la 4e sonnerie. Allô? Brenda. C'est Georges Roland. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, Georges. Sa voix a changé immédiatement. De cette façon dont les voix changent, lorsque quelque chose de compliqué, que l'on s'attendait à voir arriver un jour, se produit enfin. Oh, mon Dieu. Georges. C'est là que j'ai su. Elle est vivante, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Un long silence. Brenda. Georges, Sa respiration s'est saccadée. Je ne l'ai pas su pendant des années. Je te le jure, je ne savais pas. J'ai pleuré à ses funérailles. J'ai pleuré de vraies larmes. Je croyais qu'elle était morte, moi aussi. Quand l'as-tu découvert? Il y a 3 ans. Elle m'a appelé je ne sais pas d'où. Je n'ai pas demandé. Elle pleurait tellement fort que je ne la comprenais pas au début, et puis elle a dit son nom, et j'ai cru que je devenais folle. Pourquoi n'as-tu pas? Elle m'a supplié de ne pas te le dire. Elle a dit que Margaret avait pris certaines dispositions, et que si je te contactais, ce serait mauvais pour toi. Pour ta carrière. Elle y croyait encore, Georges. Elle a passé 4 ans à s'entendre dire que tu étais mieux sans savoir. Le parking était très silencieux. As-tu un moyen de la joindre? Elle m'appelle avec différents numéros. Je ne sais jamais quand. Mais elle. Brenda a fait une pause. Elle m'a envoyé quelque chose. Il y a 6 mois. Elle m'a demandé de le garder, au cas où. Une autre pause. Au cas où il arriverait quelque chose à Lucas. Ma gorge s'est nouée. Elle sait pour Lucas, ai-je réussi à articuler. Elle sait tout. Elle sait où il est depuis le début. C'est elle qui t'a envoyé les photos. Elle m'avait envoyé ses photographies. Chacune d'entre elles. 12 photographies en 9 mois. Sa façon de s'assurer que je le verrais, de s'assurer que le moment venu, si quelque chose se produisait et amenait Lucas dans un hôpital, je le reconnaîtrais. Elle préparait cela depuis des années, toute seule. Donne-moi ce qu'elle t'a envoyé, ai-je dit. Brenda m'a dicté un numéro de téléphone. Je l'ai composé depuis le parking, car je n'allais conduire nulle part. Je n'allais pas bouger avant d'avoir entendu sa voix. Ça a sonné 7 fois. Je les ai comptés. Allô? La voix de Jennifer. J'ai opéré des enfants avec des anévrismes rompus. J'ai annoncé à des parents que leur enfant n'allait pas se réveiller. J'ai fait des choses dans des blocs opératoires qui nécessitent un sang-froid que la plupart des gens, heureusement, n'auront jamais besoin de trouver. Et rien de tout cela, rien, ne m'avait préparé au son d'une voix que j'avais écoutée dans mes souvenirs pendant 9 ans, sortant du haut-parleur d'un téléphone, dans le parking d'un hôpital à Los Angeles. Jennifer, ai-je dit. Un son à l'autre bout, quelque part entre un souffle et un mot qui n'a pas de nom. Georges. Sa voix était plus stable que je ne l'espérais. Elle avait répété ça, ai-je réalisé. Elle était prête pour ce moment, d'une manière que je n'étais pas, est-ce qu'il? Est-ce que Lucas? Il est sorti du bloc. Il va s'en sortir. Le son qu'elle a fait alors fut le son le plus honnête que j'ai jamais entendu de ma vie. Elle m'a tout raconté. Pas en une seule conversation, mais en 4, étalée sur 3 soirées, pendant que Lucas se remettait dans l'unité de neurologie pédiatrique du Cedar Sinai. Et pendant ce temps, Margaret Voss veillait dans la salle d'attente des familles, un étage plus bas, ignorant que la femme qu'elle avait enterrée parlait à l'homme qu'elle avait essayé d'effacer. Jennifer vivait à Sacramento. Elle y était depuis 6 ans. Avant cela, elle avait déménagé 2 fois. Une fois à Portland, une fois brièvement à Albuquerque. La géographie d'une personne qui essayait de se faire assez petite, pour qu'une famille puissante, dans une ville qui lui appartenait, ne puisse pas la localiser facilement. Voici ce que Margaret Voss a fait, après l'accouchement d'urgence de Jennifer fin juin 2016, Lucas est né prématuré, mais en bonne santé. Petit, mais pas dans un état critique. Margaret a agi dans une fenêtre de 4 heures.
Jennifer était encore en salle de réveil post-opératoire, sous l'effet des sédatifs de la césarienne d'urgence, lorsque Margaret a parlé au médecin traitant pas le vrai, mais le coordinateur administratif qu'elle cultivait apparemment exactement pour ce genre d'occasion. Un homme doté d'un titre médical qu'il n'avait pas le droit de revendiquer, et d'un grand besoin d'argent auquel la Fondation Voss était parfaitement positionnée pour répondre. Les certificats de décès ont été signés, 2 d'entre eux. Le fonctionnaire du comté, un homme à 3 mois de la retraite avec une pension qui avait récemment commencé à l'inquiéter, a apposé son sceau. Au moment où Jennifer s'est réveillée de sa sédation dans une chambre privée sans fenêtre, elle était légalement morte. Margaret s'était assise au bord de son lit. Jennifer. Sa voix, m'a dit Jennifer, n'était pas cette voix froide de salle du conseil. C'était quelque chose que Jennifer n'avait presque jamais entendu auparavant. Doux, presque sincère. J'ai fait quelque chose qui va te mettre en colère, mais j'ai besoin que tu écoutes ce que je vais te dire avant de dire quoi que ce soit. Elle lui a dit que George était venu à l'hôpital, qu'il avait été présent brièvement dans le couloir, devant la salle de maternité, et que lorsqu'on l'avait informé des complications, il avait dit quelque chose. Margaret a dit qu'il avait déclaré « Je ne peux pas faire ça. Pas maintenant. Pas comme ça. » Et qu'il avait quitté l'hôpital pour ne plus revenir. Elle a dit à Jennifer que le bébé était né en toute sécurité, en bonne santé, petit mais en bonne santé, et qu'elle, Margaret, s'était assurée que des dispositions soient prises pour protéger l'enfant de la situation instable qu'était devenue la relation de ses parents. Elle a dit à Jennifer que les certificats de décès étaient pour la protection de Jennifer. Que George, en tant que médecin agréé, avait certains droits légaux qui pourraient devenir compliqués. Que c'était temporaire, seulement temporaire, le temps que les choses soient correctement réglées. Que Jennifer pouvait disparaître pendant un moment, guérir, et qu'ensuite, elle trouverait la bonne façon d'aborder les choses. Jennifer, sous sédatif, en état de choc, et venant tout juste d'apprendre que l'homme qu'elle aimait avait quitté un couloir d'hôpital pendant qu'elle était opérée. Jennifer l'a cru. Elle m'a dit que tu étais parti, m'a dit Jennifer au téléphone, la voix très basse. Elle l'a décrit avec tellement de détails que je ne pensais pas qu'elle aurait pu l'inventer. Elle a décrit le manteau que tu portais. Elle a dit que tu as regardé le tableau de l'infirmière avec son nom dessus, et que tu as simplement fait demi-tour. Et j'ai pensé. J'étais en pleine intervention chirurgicale. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot, et je n'ai pas essayé de l'empêcher. Jennifer, j'étais au bloc opératoire. Je suis arrivé 41 minutes après ton accouchement. J'ai exigé de vous voir tous les deux. Ils m'ont dit que tu étais déjà parti. Je sais, a-t-elle dit. Je le sais, maintenant. Mais je ne l'ai pas su pendant 2 ans. 2 ans. Jennifer a passé 2 ans dans un isolement relatif. D'abord dans une propriété familiale à Rancho Mirage, puis dans une maison louée à Portland, persuadée que j'avais vu son nom sur un tableau d'hôpital et que j'étais parti, que la relation n'avait pas survécu au poids des vraies difficultés. Lucas a été élevé pendant ces 2 années par une nounou engagée par Margaret, une femme douce et stable de Fresno, nommée Gloria Navarro, qui n'avait aucune idée des circonstances et s'occupait simplement d'un petit garçon, comme elle s'était occupée d'enfants toute sa vie professionnelle. Jennifer le voyait le week-end. Elle était sa tante Ellie. Elle m'a dit cela d'une voix qui s'est brisée en plein milieu. Puis, 2 ans après la naissance, en juin 2018, Jennifer a trouvé les dossiers. Elle était à la maison de San Marino pour une visite programmée avec Lucas, et était allée dans l'ancien bureau de Walter Voss pour chercher un livre. Dans le tiroir du bas du bureau, le tiroir verrouillé dont elle avait trouvé la clé dans une boîte d'affaires de son père, elle a trouvé un dossier. À l'intérieur de ce dossier se trouvaient les certificats de décès falsifiés, le sien et celui de son fils, ainsi qu'un reçu manuscrit avec l'écriture de Margaret, pour un paiement de $40 000 à un certain Philip Henning. Jennifer a tout photographié avec son téléphone dans ce bureau. Puis, elle est sortie de la maison, a attaché Lucas dans son siège auto, a conduit jusqu'à la maison de Brenda Callaway à Culver City, s'est assise sur le sol de la cuisine de Brenda, et a tremblé pendant environ 2 heures. Ensuite, elle a essayé de me joindre. Elle a appelé l'hôpital. Mon nom, à l'époque, n'était pas difficile à trouver. J'étais sur le site web du Cedar Ciné, sur la page du service de neurochirurgie pédiatrique, avec une note biographique et un email de contact. Elle a envoyé un email.
Elle a appelé la ligne du service. Elle a envoyé une lettre à l'adresse de l'hôpital. Rien ne m'est parvenu. Il lui a fallu encore 1 an pour réaliser que les emails étaient bloqués, que le formulaire de contact de l'hôpital était redirigé vers un système de réception générale, et qu'à un moment donné, quelqu'un ou quelque chose filtrait mon nom des résultats. La lettre n'a jamais été distribuée au service. Il lui a fallu encore 2 ans avant d'accepter qu'elle ne m'atteindrait par aucun canal que Margaret Voss pourrait surveiller ou influencer. Alors, elle a fait un autre plan. Elle a envoyé les photographies depuis un compte intraçable. Elle les a envoyées à mon adresse email personnelle, celle que Brenda avait encore depuis des années. Elle a envoyé 12 photographies en 9 mois. Elle s'est arrêtée quand Brenda lui a dit que ça me faisait peut-être plus peur que ça ne me préparait. Elle a attendu. Elle savait que la santé de Margaret déclinait. Elle savait que s'il arrivait quoi que ce soit à Lucas, n'importe quelle urgence médicale nécessitant un spécialiste, Margaret chercherait la meilleure option disponible, par amour pour ce garçon. Et Jennifer connaissait mon nom. Elle connaissait ma réputation. Elle attendait que j'entre dans une pièce où se trouvait son fils. Je veux prendre un moment ici, pour être clair sur un point. J'étais en colère. J'étais énormément en colère, jusqu'à la moelle, d'une manière qui nécessitait la même technique de suppression que j'utilise dans les blocs opératoires, parce qu'une colère sans direction n'est que des dégâts. Et j'avais une idée très claire de la direction vers laquelle je voulais diriger celle-ci. Mais je veux aussi vous dire quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'étais en colère contre la bonne personne. Pas contre Jennifer, qui avait été manipulée alors qu'elle était sous sédatif, en état de choc, et à 22 semaines de son premier rétablissement postpartum. Pas contre Brenda, qui avait gardé un secret qu'on lui avait demandé de garder, par quelqu'un qu'elle croyait protégé. Pas même contre Gareth Voss, qui, je l'apprendrai plus tard, avait eu droit à une version soigneusement éditée des événements, et ne connaissait pas toute l'étendue de ce que sa mère avait fait. J'étais en colère contre Margaret Voss, proprement, spécifiquement, et entièrement. Et j'avais quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'ai. J'avais 9 ans de documentation. Voici comment ça se passe avec les faux certificats de décès en Californie. En vertu de la section 115 du Code pénal californien, déposer un instrument faux ou falsifié auprès d'un bureau public est un crime, felony. En vertu de la section 103.800 du Code de la santé et de la sécurité, falsifier des documents d'état civil, acte de naissance, acte de décès, certificat de mort fétale entraîne des sanctions pénales, y compris l'emprisonnement. L'implication d'un fonctionnaire du comté dans la falsification ajoute des charges en vertu de la section 1090 du Code de gouvernement, concernant les conflits d'intérêts dans la fonction publique. Le paiement à Philip Henning constitue la corruption d'un agent public et la conspiration en vue de déposer de faux documents. Ce ne sont pas des problèmes administratifs mineurs. Ce sont le genre de charges qui, présentées à un procureur avec la bonne documentation, ouvrent une enquête criminelle. Je le sais car après avoir parlé à Jennifer pour la 2e fois, le soir du 2e jour de convalescence de Lucas, j'ai appelé une avocate. Elle s'appelle Karen Aldridge. C'est une avocate spécialisée en droit civil et pénal, basée à Westwood, Los Angeles, qui a passé 22 ans à pratiquer le droit de la famille et les litiges pour fraude civile. L'ex-mari de René Carter l'avait prise pour leur divorce et avait perdu à plate couture, c'est comme ça que René a su me la recommander. J'ai rencontré Karen à son bureau de Wilshire Boulevard à 9 h, un jeudi matin. J'ai apporté la documentation que Dave Pruitt avait compilée. J'ai apporté les photos que Jennifer avait prises dans le bureau de son père, que Jennifer m'avait envoyées par email la veille au soir, ainsi que les scans de chaque document du dossier. J'ai apporté un compte-rendu écrit de tout cela. Karen a lu pendant 40 minutes sans parler. Puis elle a levé les yeux. « George, a-t-elle dit, je veux que vous compreniez quelque chose avant que nous discutions des prochaines étapes. Allez-y. Ce que Margaret Voss a fait constitue de multiples crimes graves selon la loi californienne. Nous avons la documentation pour appuyer un renvoi pénal devant le bureau du procureur du comté de Los Angeles. Nous avons également des motifs pour une action civile pour fraude, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, et privation de droits parentaux. Elle a posé le dossier. Mais je veux que vous réfléchissiez bien à ce que vous voulez. Car une fois que cela commence, cela ne s'arrête plus. Je sais ce que je veux, ai-je répondu. Je veux mon fils. Karen a hoché la tête une fois.
Alors parlons de la façon dont nous allons le récupérer. La première chose que nous avons faite a été de déposer une requête d'urgence en établissement de paternité et en modification de garde, auprès de la Cour supérieure de Los Angeles. En vertu du Code de la famille de Californie, un parent biologique qui s'est vu frauduleusement refuser le contact avec un enfant a des motifs légaux pour obtenir une aide d'urgence, lorsque les circonstances peuvent être documentées. Nous avions la documentation. La requête a été déposée un vendredi. La deuxième chose que nous avons faite a été de contacter le bureau du procureur du comté de Los Angeles, avec un dossier de signalement, les faux certificats de décès. La preuve du paiement à Philip Henning, le lien documenté entre le financement de la retraite du fonctionnaire et la Voss Family Foundation. Dave Pruitt, que Dieu le bénisse, avait été minutieux. La troisième chose, et c'est celle dont je veux vous parler en détail parce qu'elle compte, c'est que je suis allé voir Margaret Voss. Pas pour crier, pas pour faire un discours, pas parce que j'avais quoi que ce soit à prouver dans cette pièce. J'y suis allé parce qu'il y avait un garçon de 9 ans à l'étage qui allait très bientôt découvrir que le monde qu'il connaissait n'était pas le vrai monde. Et je voulais que Margaret comprenne, avant que cela n'arrive, qu'elle avait le choix sur la façon dont cela se produirait. Qu'elle pouvait rendre les choses plus faciles pour Lucas, ou plus difficiles. Et que le chemin qu'elle choisirait, déterminerait la façon dont je qualifierais son rôle dans tout cela, à l'avenir, auprès de son petit-fils. Je l'ai trouvée dans la salle d'attente des familles, au 3e étage. Elle était seule. Gareth et Paula étaient venus et repartis. Elle lisait quelque chose sur son téléphone, et l'a posé face contre table quand je suis entré, ce qui signifiait qu'elle surveillait la porte. Je me suis assis en face d'elle. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. « Que savez-vous exactement » a-t-elle finalement demandé. « Absolument tout. » Elle a encaissé la nouvelle. Son visage ne s'est pas décomposé. Elle avait 71 ans, elle avait bâti des choses, les avait gérées, et les avait maintenues ensemble par la seule force de sa volonté pendant 4 décennies, et une partie de cette architecture tenait encore debout, même maintenant. J'ai fait ce que je croyais être le mieux pour Jennifer, a-t-elle dit, et pour Lucas. Vous avez fait ce qui était le mieux pour Margaret. J'ai gardé une voix égale. Vous avez fait ce qui vous donnait le contrôle sur les 2 personnes que Jennifer aimait le plus. Vous lui avez pris son fils, et vous m'avez pris Jennifer, et vous l'avez fait dans les 4 heures suivant un accouchement, pendant qu'elle était sous sédatif. Elle serait retournée vers vous. Elle aurait choisi cela par-dessus tout. Oui, ai-je dit. Elle l'aurait fait. C'était son droit. Vous lui avez pris son droit. La mâchoire de Margaret s'est contractée. Vous n'aviez rien. Vous aviez des dettes et un internat. Et je l'avais, elle. C'était suffisant. Un long silence. Il y a des gens au bureau du procureur, a-t-elle dit, et il y avait une trace de son ancienne voix de salle du conseil. Pas menaçante, juste informative. Il y a des gens au conseil de l'ordre. Il y en avait, ai-je corrigé. Il n'y en a plus. Je le sais, parce que j'ai passé les 4 derniers jours à m'assurer de comprendre exactement à quoi ressemble votre influence, en 2024. J'ai croisé les mains. Je sais aussi que Gareth ne connaît pas l'étendue de ce que vous avez fait. Je le sais parce que je lui ai parlé hier. Il était au courant de la séparation. Il pensait qu'elle était mutuelle. Que vous aviez facilité une rupture propre. Il ne savait pas pour les certificats de décès. Il ne savait pas pour Philip Henning. Il a été, je dois le dire, extrêmement contrarié d'apprendre le contraire. Margaret a fermé les yeux brièvement. Voici ce qui va se passer, ai-je repris. La demande de garde a été déposée. Un signalement pénal a été soumis au bureau du procureur. Ces choses sont déjà en mouvement, et je ne pourrais pas les arrêter même si je le voulais, ce qui n'est pas le cas. Ce que je peux contrôler, c'est ce qui sera dit à Lucas, quand, et comment. Et je vous offre la chance d'aider à décider. Parce que vous aimez ce garçon. Je peux voir que vous l'aimez. Et quoi que vous soyez par ailleurs, cet amour est réel. Elle m'a regardé. Pour la première fois depuis les années que je connaissais Margaret Voss, cette femme qui avait été sereine, calculatrice et maîtresse d'elle-même lors de chaque interaction que nous avions jamais eue. Elle a paru vieille. Pas fragile, juste vieille, le poids de 9 années d'efforts de maintien transperçant visiblement son armure. « Que attendez-vous de moi » a-t-elle demandé.
Je veux que vous lui disiez la vérité, en ma présence, et avec Jennifer en appel vidéo. Je veux qu'il l'entende de votre bouche, avant que la moindre procédure judiciaire ne rende les choses laides. Je veux que vous lui donniez la meilleure version d'une chose terrible. Et en échange, je dirai à Karen Aldridge que la relation de Lucas avec vous est une chose que nous nous engageons à préserver. Que quoi qu'il arrive sur le plan légal, nous ne cherchons pas à vous retirer de sa vie. Faites cela. Il vous aime. Je l'ai regardé fixement. Ce n'est pas rien. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un. Je ne ferai pas ça à mon fils. La salle d'attente bourdonnait autour de nous. La même télévision sur le même mur. Les mêmes informations locales. Margaret Voss a regardé ses mains pendant un très long moment. Puis elle a dit, quand? Nous l'avons dit à Lucas un samedi matin. Il avait été transféré de l'unité de neurochirurgie pédiatrique à une chambre de réveil classique. Belle couleur, bon suivi, le léger mal de tête qui suit une procédure comme la sienne se résorbait, à mesure que l'enflure diminuait. Il était assis dans son lit, regardant quelque chose sur un iPad fourni par l'hôpital, quand Margaret et moi sommes entrés ensemble. Cela l'a fait lever les yeux immédiatement, parce que je ne pense pas qu'il ait déjà vu Margaret incertaine à propos de quoi que ce soit, et elle était très légèrement incertaine, à cet instant. Jennifer était en appel vidéo sur mon téléphone. Je l'ai posée sur la table de nuit, calée contre le pichet d'eau, pour que Lucas puisse la voir. Il a regardé l'écran. Qui c'est? Je m'appelle Jennifer, a-t-elle dit. Sa voix était prudemment stable. Salut, Lucas. Il l'a étudié. Les garçons de 9 ans sont perspicaces d'une manière que les adultes sous-estiment constamment. Pourquoi tu pleures? Parce que je suis heureuse de te voir. Elle a souri à travers ses larmes. J'attendais de te parler depuis très longtemps. Lucas a regardé sa grand-mère. Mamie, qu'est-ce qui se passe? Margaret s'est assise sur le bord de la chaise près de son lit. C'était la chose la plus difficile qu'elle ait eu à faire en 71 ans, et je crois qu'elle le savait. Et je crois qu'elle l'a fait avec plus de grâce que je ne l'aurais cru. Mon chéri, a-t-elle dit, je dois te dire quelque chose de vrai, et j'ai besoin que tu écoutes tout avant de dire quoi que ce soit, d'accord? Parce qu'une partie de tout ça va être très confuse, et une autre partie va te rendre triste, mais tout ça se termine par le fait que tu es très aimé. Tu comprends? Lucas a posé l'iPad. Il a hoché la tête. Margaret lui a dit la vérité. Pas chaque détail. Il avait 9 ans, ce n'était pas une déposition. Mais l'ossature de l'histoire, dans un langage simple, sans excuse. Elle avait pris une décision à sa naissance qui avait fait du mal à certaines personnes. Sa mère, Jennifer, était en vie. Son père, le docteur Georges Roland, était l'homme debout au pied du lit. Il n'avait pas fait partie de sa vie à cause d'une erreur qu'elle avait commise, cette erreur était la sienne, et elle en était désolée. Lucas n'a pas parlé pendant un moment après qu'elle a eu fini. Puis il a regardé l'écran du téléphone, vers Jennifer. T'es ma maman? Oui, mon bébé. Il m'a regardé. Et tu es mon papa? Oui. Ma voix est sortie rugueuse sur les bords, et je n'ai pas cherché à l'adoucir. Je le suis. Il est redevenu silencieux, assimilant l'information. Les moniteurs bipaient à leur rythme régulier. Dehors dans le couloir, quelqu'un riait de quelque chose. Vous vouliez de moi, a-t-il demandé. La question s'adressait à nous deux, au téléphone et au pied du lit, avec la justesse précise et dépouillée d'un enfant qui ne sait pas encore que certaines questions sont censées être atténuées. Plus que tout au monde, a dit Jennifer. Chaque jour de ma vie, ai-je dit. Lucas a baissé les yeux sur ses mains. Sa main gauche guérissait. Le site de la perfusion était recouvert d'un petit pansement, et il avait gratté le sparadrap médical comme le font les enfants. Il l'a gratté maintenant, puis il s'est arrêté. Je ne sais pas trop ce que je ressens, a-t-il dit. C'est d'accord, lui ai-je dit. Tu n'es pas obligé de savoir ce que tu ressens tout de suite. Tu as le temps. Il a levé les yeux. Est-ce que vous allez rester? Comme pour dire, est-ce que vous allez être là, dans les parages? Je ne vais nulle part. Il a regardé Margaret. Elle lui a rendu son regard, et son expression fut quelque chose que je ne décrirai pas en détail, parce qu'elle n'appartenait qu'à elle et à lui, pas à cette histoire.
Elle a tendu la main et a pris la sienne. Il l'a laissé faire. Les procédures judiciaires ont avancé avec le poids et l'efficacité d'une affaire où la documentation laisse très peu de place à l'argumentation. Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a ouvert une enquête criminelle sur la falsification des actes d'état civil. Philip Henning, retrouvé dans le Nevada où il avait déménagé après avoir quitté la Californie en 2017, a accepté de coopérer en échange de charges réduites. Il a identifié Margaret Voss comme la personne qui avait dirigé et financé l'opération. Le fonctionnaire du comté à la retraite a fourni une déclaration similaire. Margaret Voss a été inculpée en avril 2024, pour dépôt de faux documents, conspiration et entrave aux droits parentaux en vertu de la loi californienne. Son avocat a négocié. Margaret avait 71 ans, aucun casier judiciaire, et l'accusation devait être mise en balance avec la complexité d'un procès qui obligerait Lucas à comprendre, un jour, exactement ce qui était arrivé à sa famille. Karen Aldridge, en accord avec le procureur, a négocié une résolution, un plaidoyer de culpabilité pour 2 chefs d'accusation de crime, une peine avec sursis compte tenu de l'âge et de la santé de Margaret. 5 ans de probation sous surveillance, une importante ordonnance de restitution financière, et l'annulation permanente des 2 faux certificats de décès du registre public. Jennifer Marie Voss était officiellement, et définitivement, en vie. Le litige civil s'est déroulé en parallèle. Margaret, sur les conseils de Karen, n'a pas contesté l'établissement de la paternité ou l'accord de garde. Il a été convenu que Lucas vivrait avec moi à Los Angeles. J'avais déjà déménagé dans une maison à Pasadena, un quartier que j'avais toujours aimé pour ses larges rues et sa proximité raisonnable avec l'hôpital, et Jennifer a quitté Sacramento pour nous y rejoindre, pendant que nous reconstruisions ce que 9 années avaient interrompu. Margaret Voss a conservé des droits de visite. D'abord sous surveillance hebdomadaire, puis à la discrétion de Lucas, au fur et à mesure qu'il grandirait. Je vais être honnête. Il y a des gens dans ma vie qui ont trouvé que c'était trop généreux. René a qualifié cela absurdement décent. Mon père, quand je lui ai dit, est resté silencieux pendant un long moment, puis a dit, ta mère serait fière de toi, ce qui n'est pas la même chose que d'être d'accord avec moi. Mais Harold Roland a toujours compris la valeur de dire la bonne chose. Ma position était simple. Lucas aimait sa grand-mère. Les enfants ne cessent pas d'aimer les personnes qui les ont élevés, simplement parce qu'il s'avère que ces personnes ont fait quelque chose d'impardonnable. J'avais passé 9 ans à perdre des choses. Je n'allais pas construire la nouvelle vie de mon fils sur une perte supplémentaire, si je pouvais l'empêcher. Mais je veux aussi être clair sur ce à quoi ressemblait la justice dans cette histoire, car je sais que certains d'entre vous l'attendent. Margaret Voss a plaidé coupable pour 2 crimes. Elle est condamnée pour avoir falsifié des actes de décès dans l'État de Californie. Cette condamnation est de notoriété publique. Son nom, les charges et le plaidoyer sont documentés dans le système de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, et sont accessibles à quiconque cherche. La Voss Family Foundation, dont elle présidait le conseil d'administration depuis la mort de Walter, a demandé sa démission en mai 2024. Elle a démissionné. La fondation a par la suite apporté une contribution importante à l'unité de neurologie pédiatrique de l'hôpital. Cela aussi, c'est de notoriété publique. Je ne vais pas prétendre qu'il n'y a pas eu une satisfaction spécifique et discrète à voir l'unité arborer une nouvelle plaque de donateur, dans un service où la fausse mort de Jennifer avait été traitée. Philip Henning a été radié, et ne pourra plus jamais occuper un poste administratif dans le domaine de la santé. La pension du fonctionnaire du comté à la retraite a été révisée. Ce ne sont pas des satisfactions cinématographiques. Ce n'est pas un discours à la porte d'un tribunal, ou une confrontation dramatique avec des journalistes à l'extérieur d'un palais de justice. Ce sont les conséquences spécifiques et implacables du fait d'être tenu responsable par des systèmes qui, parfois, avec suffisamment de documentation et un bon avocat, fonctionnent réellement. Et les connexions de la famille Voss au sein du Conseil de l'Ordre, les personnes que Margaret avait sous-entendu pouvoir mobiliser contre ma carrière en 2016. J'avais passé 8 ans à devenir le genre de chirurgien dont le dossier fait disparaître toute plainte politiquement motivée au moindre examen. La menace était réelle, autrefois. En 2024, c'était une pièce de musée. Jennifer a emménagé à Pasadena en juin 2024. Nous n'étions plus les mêmes personnes qui étaient tombées amoureuses lors d'une conférence à Santa Monica, en 2015. Personne n'est la même personne,
après 9 ans du type de vie si particulier que nous avions chacun mené. Elle s'était reconstruite à Sacramento, avec une tranquillité et une indépendance qu'elle portait différemment de la femme dont je me souvenais. Je m'étais reconstruit à Los Angeles, avec une précision et une réserve qu'elle a reconnue sans que j'aie à les expliquer. Nous étions prudents l'un avec l'autre. Prudents dans le bon sens du terme. De la façon dont on l'est avec quelque chose dont on connaît la valeur. Lucas, pour sa part, a abordé la réorganisation de son monde avec un pragmatisme qui m'a étonné, mais qui était parfaitement logique quand je me rappelais que les garçons de 9 ans sont fondamentalement des résolveurs de problèmes, confrontés à des informations insuffisantes sur les problèmes qu'ils résolvent. Au cours de la première semaine dans la maison de Pasadena, il a établi que mon café était trop fort, que la maison avait besoin d'un chien, et qu'il voulait apprendre les échecs. J'ai déjà un chien, lui ai-je dit. Il a considéré Murphy. Murphy était étalé sur le sol de la cuisine comme un tapis doré avec des opinions, et Lucas a dit, d'accord, il compte. Très aimable de ta part. On peut quand même en avoir un deuxième. Jennifer, de l'autre bout de la cuisine, a dit, absolument pas. Puis, elle m'a regardé avec une expression qui disait, ne l'encourage pas. Et je ne l'ai pas encouragé, ce qui était très mature de ma part. Je lui ai appris les échecs le dimanche après-midi, sur la terrasse arrière. Il a été épouvantable pendant 3 semaines, et puis de façon abrupte, il est devenu effrayamment bon. Il avait cette qualité spécifique, cette capacité de concentration authentique lorsque quelque chose l'intéressait, que j'ai reconnu sans avoir envie de le dire à voix haute. Parce que le dire ressemblait au genre de sentiment qui a sa place sur une carte de vœux, plutôt que dans la vraie vie. En septembre 2024, Lucas est entré en CM1 à l'école McKinley, à Pasadena. Une école publique, car j'avais grandi dans les écoles publiques de Riverside et je m'en étais bien sorti. Un point que j'ai souligné à Jennifer, qui a fait remarquer que, bien, portait beaucoup de poids dans cette phrase. Il s'est fait des amis rapidement. Il a rejoint le club de sciences après l'école. Il a eu exactement une dispute avec un gamin nommé Trevor, pour savoir si les trous noirs pouvaient théoriquement exister à l'intérieur d'autres trous noirs. Son professeur de sciences m'a dit, lors de la première réunion parents-professeurs à laquelle j'ai assisté de ma vie, que c'était l'enfant de 9 ans le plus animé qu'il ait jamais vu à propos d'astrophysique théorique. Il tient ça de sa mère, ai-je dit. Jennifer, assise à côté de moi, a répondu, absolument pas, il y a un moment dont je veux vous parler. C'est arrivé un dimanche, en octobre 2024. 4 mois après que Lucas soit venu vivre avec nous. 3 mois après que Jennifer ait emménagé à Pasadena. Nous étions à Eaton Canyon, une zone naturelle dans les contreforts à l'est de la ville, où il y a un sentier menant à une cascade, d'environ 5 km aller-retour. Et qui est tout à fait réalisable pour un enfant de 9 ans qui s'est remis d'une neurochirurgie et qui se considère comme un athlète accompli. Ce qui était absolument le cas de Lucas. Nous étions à peu près à la moitié du sentier quand Lucas, qui marchait devant nous avec Murphy tirant sur la laisse, s'est arrêté pour nous attendre. Il a regardé Jennifer. Il m'a regardé. Il avait quelque chose en tête. Je pouvais le voir, à la façon si particulière dont il tenait sa bouche. Quoi, ai-je demandé. Il a regardé le chemin, je pensais à un truc. D'accord. Mamie a fait une mauvaise chose, a-t-il dit. C'était une affirmation, pas une question. Il assimilait tout cela par étapes, depuis des mois, en sortant des morceaux quand il était prêt, comme le font les enfants. Genre, une très mauvaise chose. Oui, a dit Jennifer. C'est vrai. Mais vous avez dit qu'elle était toujours ma mamie. Elle l'est, ai-je confirmé. Il est resté silencieux un instant. Un chien sur le sentier, derrière nous, a aboyé après quelque chose dans les buissons, et Murphy a essayé de répondre. Lucas a tenu la laisse sans qu'on le lui dise. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un, et quand même penser que ce qu'il a fait était mal? Jennifer m'a regardé, puis a regardé Lucas. Oui, a-t-elle dit. C'est l'une des choses les plus difficiles quand on est une personne. Mais oui, on peut ressentir les deux en même temps. Il y a réfléchi. D'accord, a-t-il dit, comme s'il avait attendu la confirmation de quelque chose qu'il avait déjà compris tout seul. C'est ce que je pensais. Il s'est retourné et a continué de monter le sentier, Murphy bondissant devant lui. Jennifer m'a pris la main sur le chemin,
et nous avons suivi notre fils vers la cascade, avec les montagnes de San Gabriel se dressant au-dessus de nous, dans la lumière d'octobre. J'ai tenu beaucoup de choses en même temps dans ma vie. Le scalpel et le deuil. La carrière et la perte. L'amour qui a survécu à 9 ans de silence fabriqué de toutes pièces. Mais ça, marcher sur ce sentier, regarder ce garçon, tenir la main de Jennifer. Ça, je n'avais pas besoin de le tenir prudemment. Ça, je pouvais juste le porter sans le laisser tomber. Margaret Voss est décédée en janvier 2025. 6 mois après son plaidoyer, son cœur, qui avait été fiable pendant 71 ans, a finalement manqué de piste. Elle est morte chez elle, à San Marino, avec Gareth et Paula à ses côtés. Lucas était là, lui aussi. Nous l'avions conduit là-bas ce vendredi soir parce qu'il avait demandé à y aller. Et il n'est pas notre enfant dans le sens où nous décidons des choses pour lui. Il est notre enfant dans le sens où nous sommes présents, pour les choses qu'il décide. Il est resté assis avec elle pendant 1 heure, avant qu'elle ne perde connaissance. Je ne sais pas ce qu'il a dit. C'était à lui de le dire. À sa demande, il n'y a eu aucune cérémonie. Il y a une plaque au Live Oak Memorial Park à Arcadia, pas très loin, en fin de compte, de la pierre avec 2 noms qui a depuis été modifié légalement. Le nom de Jennifer a été retiré, remplacé par une inscription qui dit simplement « En mémoire de ceux qui ne furent jamais perdus, seulement séparés ». C'était l'idée de Jennifer. Je trouvais que c'était juste. Gareth Voss m'a appelé en février 2025. Nous nous étions parlé à plusieurs reprises depuis avril 2024, pour naviguer à travers la restructuration du trust familial rendue nécessaire par la procédure pénale. C'était des conversations d'affaires. Ceci était différent. George, a-t-il dit, je te dois quelque chose. Non. Je savais que quelque chose n'allait pas en 2016. Je savais que ma mère avait fait quelque chose. Je n'en connaissais pas l'étendue, mais je n'ai pas posé de questions, non plus. C'est de ma faute. Il a fait une pause. Je voulais que tu saches que je le sais. J'y ai réfléchi un instant. Comment va Paula? Bien. Elle va. Ouais, elle va bien. Gareth Jr. a 12 ans maintenant. Il croit qu'il en a 16. Lucas croit qu'il en a 14. Ce doit être contagieux. Il a ri. Le premier rire sincère que j'ai jamais entendu de Gareth Voss. Amène-le à un match des Dodgers un de ces jours, a dit Gareth. J'ai des abonnements à l'année. Il te prendra au mot. Considère-toi prévenu. Je veux vous raconter la dernière chose qui s'est produite. La chose à laquelle je pense quand je suis dans la voiture, entre l'hôpital et la maison de Pasadena, et que la ville prend cette teinte particulière qu'elle a au crépuscule en Californie, où tout devient ambré, et où même l'autoroute ressemble à une œuvre peinte avec de bonnes intentions. C'était un dimanche matin, en mars 2025. Lucas avait 10 ans à l'époque. Il était avec nous depuis 9 mois, assez longtemps pour avoir l'impression que la maison avait toujours été organisée autour de lui, ce qui est la magie particulière des enfants, mais aussi leur audace particulière. Il est descendu à 7h30 du matin, trop tôt pour un dimanche, pas assez tôt pour un chirurgien, et m'a trouvé dans la cuisine, avec un café que j'avais préparé correctement. Merci. Et il s'est assis en face de moi, avec cette expression concentrée qui signifiait qu'il pensait à quelque chose depuis son réveil. Papa, a-t-il dit. Ce mot, 9 mois plus tard, et il me faisait encore quelque chose dans la poitrine. J'ai gardé un visage normal. Ouais. En chirurgie, a-t-il dit, quand tu opères le cerveau de quelqu'un, est-ce que tu peux dire comment ils sont? Genre, en tant que personne? J'ai considéré la question sérieusement, car il l'avait posée sérieusement. Non. Le cerveau est remarquable, mais il ne fonctionne pas comme ça. Tu peux voir la fonction, quelles zones s'illuminent, quelles voies sont intactes, mais la personnalité, les souvenirs, le soi, ce n'est pas visible sur une table d'opération. Il a hoché la tête. Mais tu essaies quand même de le sauver. Toujours. Il est resté silencieux un moment. Murphy est arrivé du couloir et s'est installé sous la table, avec l'autorité de quelqu'un qui vit dans cette cuisine depuis plus longtemps que tout le monde, et qui a l'intention de le rappeler à chacun. Je veux être médecin, a dit Lucas. Je crois. Je l'ai regardé. Ouais. Ou pilote,
a-t-il considéré. Un des deux. C'est un grand écart, entre les deux. Je sais. Il s'est baissé pour gratter l'oreille de Murphy. Je trouverai bien. Jennifer est descendue 20 minutes plus tard. Elle nous a trouvés tous les deux à table avec du café, le mien étant du vrai, le sien étant techniquement un chocolat chaud plein d'ambition, et nous a regardés de l'un à l'autre. Avec cette expression qu'elle prend, quand elle voit que quelque chose qu'elle a manqué vient de se dire, et qu'elle décide si elle doit poser la question ou non. Quoi, a-t-elle demandé. Il va devenir médecin, ai-je répondu. Ou pilote, a dit Lucas. Jennifer s'est assise, a enroulé ses mains autour de son mug, et nous a regardés tous les deux, de l'autre côté de la table de cuisine, un dimanche matin de mars, à Pasadena, en Californie. Dehors, les magnolias faisaient quelque chose de magnifique sur la promenade. Le genre de matinée qui ne vous demandait rien. Les deux, a-t-elle dit. Pourquoi pas les deux? Je m'appelle Georges Roland. J'ai 43 ans. Je vis à Pasadena, en Californie, avec une femme dont je suis tombé amoureux lors d'une conférence à Santa Monica en 2015, et un fils que j'ai rencontré avec 9 ans de retard, et un Golden Retriever qui se considère comme le membre doyen de ce foyer, et qui n'a franchement pas tort. J'ai passé 9 ans penché sur les enfants des autres, avec des mains fermes, à sauver des vies qui n'étaient pas les miennes pour faire mon deuil. Il s'avère que c'est exactement le genre de pratique qui vous prépare à la vie que vous voulez vraiment. Je ne vais pas vous dire que j'ai pardonné à Margaret Voss. Le pardon est une contrée compliquée, et je travaille encore sur ma documentation. Ce que je peux vous dire, c'est ceci, je comprends maintenant que le deuil rend les gens capables de choses que leur meilleur soi ne reconnaîtrait pas. Que l'amour, le genre effrayé, possessif et contrôlant que Margaret éprouvait pour Jennifer, est toujours de l'amour, même lorsqu'il est aussi un crime. Cette compréhension n'excuse pas ce qu'elle a fait. Cela le rend simplement humain. Et l'humain, dans ma branche, vaut toujours mieux que l'alternative. La tombe avec les deux noms était un mensonge. C'était un document fabriqué dans une fenêtre d'opportunité, par une femme qui croyait protéger quelque chose, en détruisant tout le reste. Cela m'a coûté 9 ans. Cela a coûté 9 ans à Jennifer. Cela a coûté à Lucas les 9 premières années où il aurait dû savoir de qui il était fait. Mais je veux vous dire la dernière chose que j'ai apprise de la chirurgie, parce que je pense qu'elle s'applique ici. Le cerveau est la chose la plus compliquée qui existe. Il contient plus de connexions qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. Il stocke tout, chaque visage, chaque voix, chaque année d'expérience accumulée, dans une architecture si complexe que nous l'étudions depuis des siècles, et que nous sommes encore surpris par ce dont elle est capable. Et il guérit. Pas parfaitement. Pas sans laisser de traces. Il y a toujours quelque chose, une cicatrice sur l'imagerie, une voix qui circule légèrement différemment de ce qu'elle faisait auparavant. Mais la fonction revient. Les connexions se reconstruisent. Les parties de soi qui semblaient perdues pour toujours ont tendance, si on leur donne les bonnes conditions et assez de temps, à retrouver leur chemin les unes vers les autres. Je le sais, parce que je l'ai vu se produire sur la table d'opération. Je le sais, parce que je le vois se produire à ma table de cuisine, chaque matin, à Pasadena. Chaque jour de ma vie.